Bin Jojo. Non, c'est pas. Non, je crois que non. Salut, c'est Thomas Rozek. On a toutes et tous dans notre famille un ou une généalogiste. Bon, en général, c'est plutôt un, et on y reviendra. Moi, c'était mon grand-oncle qui avait fouillé le plus loin possible pour reconstituer l'arbre de ma lignée maternelle. A priori, j'associais plutôt l'univers de la généalogie à quelque chose de feutré, d'assez tranquille, une activité ayant les faveurs de retraités paisibles, amateurs des salles silencieuses des archives départementales. Je me trompais lourdement. Certes, les retraités sont bien là, mais ils ne sont plus seuls. Et leur univers a bien changé. Il est devenu numérique, il s'est professionnalisé, il s'est internationalisé. Certains en ont fait un business. Et si on ajoute à tout ça les bouleversements profonds qu'ont provoqué la démocratisation récente des tests ADN récréatifs un peu partout dans le monde, la généalogie, si calme, si tranquille, s'est muée en un monde en plein bouillonnement, avec ses coups fourrés, ses revirements de situation, ses dilemmes éthiques, ses débats et ses empoignades. C'est tout cela qu'on va explorer dans les 2 épisodes qui arrivent, réalisés par Geoffrey Puitch. Bienvenue dans Programme B. Alors, je peux voir en même temps en plus ce que vous cherchez. Alors, les grands-parents, comment ils s'appellent? Alors, côté Rozek, cherchez mon nom à moi, vous allez voir. Cherchez Thomas Rozek. Moi, je ne vais pas vous trouver dans ma base. Vous n'allez pas me trouver moi, vous allez trouver mon arrière-grand-père. Thomas Rozek. Ouais, 1891, plus 4, c'est lui. Ouais. Il y a déjà quelqu'un qui a fait sa généalogie. Ah, très bien. Je suis au Salon de la généalogie à Paris, dans le 15e arrondissement. On est en octobre 2021 et je suis venu discuter avec celles et ceux qui, dans les associations, font vivre concrètement la généalogie. Le public est plutôt âgé, ça je m'en doutais. D'ailleurs, avant d'aller plus loin déjà, une première question. Qu'est-ce qui fait qu'en France, ils sont si nombreux et si nombreux à se prendre de passion subitement pour la recherche de leurs racines ? Le virus de la généalogite aiguë. Valérie Gauthier, présidente de la Fédération française de généalogie. Ce virus, en fait, on l'attrape. C'est vrai que c'est les hommes parce qu'en fait, pour pouvoir faire de la généalogie, il faut du temps. Et on est quand même dans une société où la femme reste souvent derrière les fourneaux, doit s'occuper de la maison. Donc, c'est assez mal vu qu'elle soit derrière son ordinateur. Maintenant, ou à faire des recherches. Moi, je sais que mes enfants en ont beaucoup souffert. Ils me le reprochent encore actuellement. La recherche généalogie, il faut y aller tout le temps. Donc, au bout d'un moment, quand on y prend goût, ça rentre en soi comme une addiction. Alors, il y a des personnes qui nous disent au bout de 3 ans, oui, j'ai terminé ma généalogie. Non, en fait, quand on est passionné, on n'a jamais terminé sa généalogie parce que ça développe un mode de curiosité. C'est-à-dire qu'on a envie de toujours comprendre quelque chose. Moi, la généalogie, c'est toujours pour m'aider à comprendre la signification de votre prénom. Pourquoi votre parent vous ont appelé Thomas, par exemple. Votre nom de famille, d'où il vient. Donc, vous avez une origine bretonne, c'est sûr. Donc, voilà, et tout ça vient. Et puis, votre métier, journaliste, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait que parmi... vous êtes devenu journaliste, est-ce qu'il y avait dans votre famille des gens qui avaient le goût de l'écriture, de la recherche, etc., de l'investigation? Voilà, ça fait partie de ça après. Quand on a la généalogie en soi, on est tout le temps en train de se poser des questions et d'essayer de comprendre et de découvrir. Et d'aider les gens parce qu'on aime faire vivre notre passion et de la communiquer et d'aider les gens à se trouver bien avec cette passion parce qu'on est bien avec. On a les archives les plus anciennes du monde grâce à l'ordonnance de Villers-Cotterêts sous François Ier qui a permis d'initier les registres paroissiaux. Toussaint Rose, fondateur et PDG du site Philae. C'est pas forcément parce qu'on a les archives les plus anciennes au monde que la pratique se développe. Je dirais que la pratique, elle est aussi conduite par l'évolution sociétale, par le fait qu'on est de plus en plus déraciné, que l'exode rural a vider les campagnes pour concentrer dans les villes, sur le fait que les familles soient parfois de plus en plus décomposées, donc qu'on soit en perte de repères et de racines, et que finalement on ait besoin de retrouver cet attachement local, ce terroir d'où finalement on vient. Sous l'Ancien Régime, la généalogie était une pratique fréquente, notamment dans le milieu de la noblesse, où il fallait prouver ses preuve de noblesse. Jacques Lemarois, fondateur et PDG du site Généanet. Il fallait prouver qu'on était noble, c'est-à-dire que, en fait, sous l'Ancien Régime, les nobles étaient exemptés d'un certain nombre d'impôts. Et donc, il y avait un sport national qui était de se faire passer pour noble, alors peut-être pas seulement pour pas payer d'impôts.
Et régulièrement, il y a eu des recherches de faux nobles. Et donc, il fallait tout de suite prouver sa généalogie avec des actes disant qu'on était indiqué comme écuyer. Et au bout de 3 générations, on avait juste à prouver 3 générations. Il y avait exemption ou 100 ans, je ne sais plus. Donc moi, j'ai un ancêtre de ma mère qui était condamné pour faute d'avoir pu prouver, parce qu'il a dit que les papiers avaient brûlé chez son notaire. C'était vraiment une activité fréquente dans ces milieux-là. Et après la Révolution, c'est une activité qui a continué à perdurer, la généalogie, la pratique généalogique, et qui, dans les années 70-80, est devenue très populaire, avec un réseau associatif qui s'est créé, et il y a plus de 300 associations qui maillent le territoire, c'est impressionnant. Et ensuite, on a une autre phase avec la mise en ligne des archives, ce qui a rendu encore plus accessible la pratique généalogique, et en parallèle, des sites comme Généanet ou nos concurrents qui ont rendu plus facile. C'est-à-dire qu'avant, quand j'ai commencé la généalogie, il fallait aller dans les mairies, dans les archives départementales. Donc c'était assez chronophage. Maintenant, en quelques clics, vous pouvez faire votre généalogie. Et en plus, avec les bases de données massivement indexées, vous allez encore plus vite. Ce qu'il fallait 2-3 ans à faire avant, maintenant, il faut une semaine pour faire les mêmes généalogies. Tous ces éléments-là font que la pratique s'est massifiée et continue à augmenter. C'est l'évolution normale, parce que de toute manière... on ne peut plus travailler comme il y a 20 ans, 25 ans, c'est-à-dire à la grande époque de la généalogie, où c'était très intéressant parce qu'il fallait aller dans les mairies, dans les médiathèques et fouiller. Michel Durose, du Centre généalogique du Finistère. Et donc la généalogie se faisait pas à pas, tranquillement. Aujourd'hui, sur un certain nombre de sites, en un clic, on peut remonter plusieurs générations sans forcément avoir de sécurité. Oui. Parce que une bonne généalogie, c'est un peu comme le cachet de la poste qui fait foi. Une bonne généalogie doit être vérifiée par l'acte authentique. Maintenant, l'évolution sur Internet, évidemment, c'est normal, c'est obligatoire. Et ça n'empêche pas quand même de chercher un certain nombre de choses. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, la généalogie, ça n'est pas seulement des dates de naissance, de mariage, de décès. C'est tout ce qu'on peut mettre autour. Ça, on le trouve en ligne, on le trouve en numérique, ou est-ce qu'il faut là aussi, il faut quand même en passer par les étapes classiques de la généalogie ? Oui, la base, ce sont quand même les dates de baptême, mariage, décès. Bon, ça, on les trouve dans un certain nombre de sites. Notre site à nous, le Centre généalogique du Finistère, on a pratiquement 11 millions de relevés d'actes, rien que pour le Finistère. Et puis, bon, il y a des sites commerciaux, évidemment, maintenant aussi, puisque sur Internet, évidemment, il y a des gens qui se sont engouffrés dans le... Voilà. Je pense que pour les adhérents, pour la majorité d'entre eux, c'est un plus. Ils travaillent avec notre base de données et ils vont aussi sur des sites commerciaux chercher des compléments. Voilà. Bon. Après, pour les responsables d'associations, c'est un peu moins bien perçu parce qu'on a quelquefois l'impression que ces sites-là nous prennent des adhérents, puisque nous, associations, nous ne vivons que des cotisations de nos adhérents. Les sites dits commerciaux, parlons-en, car ils sont au cœur de notre histoire, les 2 principaux en tout cas. D'un côté, Généanet, de l'autre, Philae. On a déjà entendu leurs 2 PDG et fondateurs. S'ils nous intéressent, c'est qu'ils ont connu tout récemment, il y a quelques mois à peine, des bouleversements profonds. Mais d'abord, quelques présentations. Alors Généanet, c'est une entreprise qui est devenue en fait une société en 2000, je crois, et avant c'était une association qui a été fondée en 1996 dans le but de créer des arbres généalogiques en ligne. Guillaume Demorand, journaliste pour la Revue française de généalogie. Ça existe toujours, évidemment, ça s'est énormément développé maintenant, ce qui fait de Généanet un portail assez français et singulièrement français, avec beaucoup de ressources autres que les simples recherches d'ancêtres. Et je crois que ça marche très bien. Généanet est une belle réussite française. Alors après, il y a Philae. Philae.com, c'est formidable. Je découvre de qui je descends. Robespierre ? À mes aïeux. Un révolutionnaire. Philae, c'est un portail qui a été créé dans les mêmes années, à la fin des années, ou au milieu des années 90,
par Toussaint Rose. Et il a eu l'idée de créer un logiciel de généalogie. Et de ce logiciel de généalogie, il a fait un portail de généalogie. Et c'est un autre principe. C'est un principe, bien sûr, d'échange d'ancêtres. Chacun peut publier. Mais la grande force de Philae, c'est d'avoir compris qu'il fallait constituer des bases de données permettant aux chercheurs généalogistes de trouver leurs ancêtres. Et ces bases de données, elles ont été faites très intelligemment à partir de sources premières. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tapant simplement un nom de famille, un prénom et à peu près une date sur Philae, on peut avoir accès directement à un acte original. Donc ça, c'est cette grande force, c'est de proposer ces grosses bases de données qui sont de l'indexation d'état civil et de registres paroissiaux. C'est ce qui intéresse le troisième personnage de cette histoire, qui est le site MyHeritage. He was born in Germany. I didn't know that. I never met my father. It's all like right here. Visit myheritage.com and sign up for free today. MyHeritage, poids lourd de la généalogie mondiale, fondé en Israël, désormais basé aux États-Unis. Le groupe, qui est un des leaders du marché, a fait état tout début 2021 de son intention de racheter Philae. Du côté de Philae, on est très enthousiaste. Du côté des concurrents, de Généanet, on ne l'est pas du tout. Vous allez me dire, c'est normal et surtout, a priori, un concurrent, logiquement, n'a pas trop son mot à dire. Oui, mais la situation à ce moment-là est un peu plus complexe. Généanet et Philae se connaissent très bien. Depuis des années, ce sont les deux opérateurs français de la généalogie en France. Généanet s'est aperçu en 2018 que l'un des actionnaires très importants de Philae souhaitait sortir de l'actionnariat, donc vendre ses actions. Le patron de Généanet a décidé de racheter, de négocier donc avec ce porteur de parts important de son concurrent et de lui proposer un échange de parts. Et cet échange a été réalisé. Donc il y a eu une filiale qui a été créée, qui s'appelle Truden Participation, qui a pu aussi racheter d'autres parts qui étaient sur le marché, parce que Philae, contrairement à son concurrent Généanet, est une entreprise qui est cotée en bourse. Et donc Généanet s'est trouvé très rapidement, en quelques semaines, avec quasiment la moitié du capital de Philae. Évidemment, du côté de chez Philae, j'ai bien cru comprendre qu'ils n'étaient pas contents, mais du tout, parce que ça s'est fait dans leur dos. Oui, la société Généanet a pris des initiatives et est rentrée de manière non sollicitée dans notre capital. Toussaint Rose, fondateur et PDG du site Philae. Ce qui n'a pas facilité les discussions, puisqu'il faut bien comprendre que Philae, c'est une petite société de 18 personnes qui est incarnée par ses fondateurs, par son management, et que nous n'avons jamais souhaité opérer un rapprochement avec Généanet. C'est ce qui a rendu les discussions compliquées. On a toujours été dans la stratégie dans une stratégie de développement très différente, avec un modèle économique très différent de celui de Généanet. Donc, effectivement, l'entrée au capital de Généanet de manière non sollicitée, à l'aide d'une société écran, comment dire ? Non, il n'y a rien d'autre à dire. Alors, Philae n'a pas apprécié ce mécanisme de rachat. Jacques Lemarois, fondateur et PDG du site Généanet. Et après, donc, on a essayé de discuter, mais il y avait une méfiance de part et d'autre, une difficulté à s'engager, jusqu'à ce qu'on apprenne que MyHeritage ait fait une offre sur Philae sous réserve que Généanet accepte leur offre. Donc nous, on a dit que non, on n'était pas d'accord, et on a contre-attaqué avec une OPA. Bon, là, ça devient un poil technique, surtout si, comme moi, vous êtes très nul en économie. Mais pas de panique, on va s'en sortir ensemble. De ce que j'en ai compris, une OPA, c'est une offre publique d'achat. Pour faire simple, quand une société est cotée en bourse, une autre entreprise peut annoncer son intention de racheter les actions de ses différents actionnaires à un tarif fixé, souvent assez avantageux. Si elle le fait avec l'aval des dirigeants de la société visée, on parle d'une OPA amicale. Si elle le fait sans leur accord ou contre leur accord, on parle d'une OPA hostile. En l'occurrence, c'est le cas ici, mais ça n'a pas marché. Il nous a été imposé 15 jours de délai pour réunir les financements. 15,5 millions d'euros en 15 jours. Et le jour même du délai fixé par l'AMF, il y avait les derniers fonds qui arrivaient sur notre compte. On a réussi notre pari de... Et après, malheureusement... il y a eu l'offre de MyHeritage, en fait, était assez maligne de dire si Généanet refuse, dans ce cas-là, je vous rachète vos actifs. Sous-entendu, vous ne demandez pas l'avis de vos actionnaires, vous vendez vos actifs et après vous distribuez la trésorerie à vos actionnaires. Et MyHeritage faisait encore une surenchère très importante
Donc là, on a choisi, après longues hésitations, de jeter l'éponge. La généalogie, c'est un marché mondial. Il y a des leaders internationaux qui sont des sociétés américaines, qui ont des moyens considérables. Pour nous, c'était naturel de nous rapprocher de MyHeritage. On a constitué une base de données qui a extrêmement de valeur. Et donc, le rapprochement avec MyHeritage avait beaucoup de sens parce que c'est un acteur qui est beaucoup plus gros que nous, qui est le premier site européen et qui va pouvoir aussi monétiser ces banques de données partout dans le monde auprès d'un public qu'on avait du mal à toucher, étant une société essentiellement française à la base. Et là, coup de théâtre. Quelques semaines après l'échec de son OPA sur Philae, à l'été 2021 toujours, Généanet annonce à son tour son rachat, là aussi, par un poids lourd américain. On a Ancestry qui nous a contactés, eux aussi dans une logique d'acquisition. Ancestry qui est une société, un autre concurrent américain, qui est le numéro 1 mondial. Ce concurrent américain, ayant déjà commencé à massivement indexer l'état civil français, on serait retrouvé donc en sandwich entre le numéro 1 et le numéro 2, avec des moyens considérables et des bases de données considérables. Donc on a accepté de commencer à discuter avec Ancestry, et là on s'est aperçu qu'en fait il y avait une opportunité pour nous de perdre notre indépendance actionnariale, mais en échange de préserver notre modèle, avec du collaboratif, du gratuit, et ça, donc Ancestry nous l'offre, et s'engage à maintenir notre autonomie, notre culture. On a fait très attention à ça, et c'est maintenu dans le nouveau modèle. C'est bien la preuve que Généanet n'était pas vraiment sincère dans son projet de créer un leader français ou européen, puisque très vite, extrêmement rapidement, après avoir cédé sa participation dans Philae, il a été acquis par Ancestry. Il y a eu des campagnes de communication en début d'année qui leur ont laissé entendre qu'ils resteraient français, puis non, puis ils ont été... Il y a un site qui s'est vendu cet été très très vite aux Américains. Valérie Gauthier, présidente de la Fédération française de généalogie. Les associations en elles-mêmes, moi mes interlocuteurs, ce sont d'abord des associations, des présidents qui font attention aux revenus, donc là ils sont maintenant en cours de négociation. Nos données que l'on met en consultation sur les sites, combien ça va nous rapporter maintenant. Ça, ils sont très prosaïques à ce niveau-là. Et moi, ça ne me regarde pas. Moi, mais en revanche, ce qui me désole, c'est de voir que certains généalogistes, on avait beau leur dire, attention, si vous voulez vraiment qu'il y ait une base de données qui reste tout le temps française, qui soit vraiment française, c'est celle de la fédération. La fédération a vocation à être que française. Donc, venez chez nous, construisons ensemble. Mais vous avez quand même l'ambition au niveau de la fédération d'être un acteur plus important sur le numérique. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un salon virtuel, qui est un salon permanent de généalogie, qui, pour moi, devrait être le premier site de généalogie en France, où on clique généalogie en France, clac, on pense, on va à la maison de la généalogie. Et on cherche et on trouve tout. C'est mon but. On n'a pas besoin d'aller chez les sites commerciaux. Les sites commerciaux se sont inspirés du savoir-faire des associations. Donc c'est aux associations de leur démontrer à nouveau que nous sommes là et que nous savons toujours faire des choses et même faire mieux qu'eux, puisque nous, on sait rester français. Le modèle des associations est complètement différent. On ne cherche pas, nous, à faire de l'argent. Jean-François Pellan, président du Centre généalogique du Finistère. On cherche à rendre des gens heureux autour d'une passion commune. Mais l'argent ne rentre pas du tout en ligne de compte quand on fait de la généalogie associative. Chez nous, une cotisation, c'est 44 € avec une revue. Vous vous rendez compte ? C'est pas avec ça que vous allez pouvoir faire un bénéfice de plusieurs millions d'euros à la fin de l'année, quoi. Bon, donc vous avez des sociétés, des fonds de pension américains qui ont investi dans les sociétés commerciales parce qu'ils ont vu qu'il y avait de l'argent à faire. Le moteur, là, c'est l'argent, c'est pas autre chose. On avait la chance d'avoir 2 acteurs majeurs en France et en Europe dans la généalogie, et malheureusement, ça n'a pas été possible de trouver un accord avec Philae. Alors maintenant, la société Généanet continue, la société Philae également continue. Même si on n'a plus un actionnariat français, on reste ancré en France avec nos activités françaises. Mais donc cet état de fait est lié aussi, il y a un double état de fait. Il y a d'une part, en termes de moyens financiers,
on ne pouvait pas lutter contre l'offre de MyHeritage qui avait des moyens beaucoup plus importants que les nôtres. Et deuxième état de fait, voilà, c'est la non-légalisation des tests ADN en France nous a créé un préjudice à nos deux sociétés important. Donc voilà où on en est. Ils ont tous compris depuis longtemps que le facteur de croissance, encore plus même que la recherche généalogique, c'était la vente de kits ADN qui ont un intérêt généalogique évident et qui sont générateurs donc de grosses plus-values et qui donnent beaucoup d'argent et beaucoup de possibilités de croissance à toutes ces entreprises, sauf en France. Et la bataille de l'ADN, ce sera pour le prochain épisode.